Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Bienvenue tout le monde dans le duo économique. C'est encore ça cette semaine. Il faut que je m'habitue avec les termes parce que là, mais je vais m'habituer. Puis la semaine prochaine, Yann va être de retour. Ça, c'est s'il n'est pas dans un congrès, soit des solidaires ou du PQ, je ne sais pas trop. Là. C'est Parti québécois. Parti québécois. Peut-être. Yann, c'est le grand architecte. Ça serait malade finalement qu'on apprenne que tout ce qu'on pense, finalement, c'est tout Yann qui tire les ficelles. Par en arrière. Ça fait partie de. C'est quoi la liste? Là? On a une longue liste des gens qui nous financent. Oui, c'est ça. Puis le vaste complot, là, ça inclut le PQ, Power Corp. C'est vraiment, c'est très élaboré comme complot. Il n'y a personne qui le sait à part nous. Absolument. C'est ça. Donc aujourd'hui, Yann n'est pas là encore, mais on va en profiter pour parler d'un autre sujet. Puis dans la partie Patreon, ce sera le cours numéro 6, c'est ça? 5, le cours numéro 5 d'histoire économique. Donc, peut-être à la fin, je te laisserai mettre l'eau à la bouche aux gens pour savoir de quoi on va parler. Parce qu'à date, il y a quand même pas mal de trucs assez intéressants qu'on a jasé dans ce survol-là d'histoire économique. Mais aujourd'hui, tu me dis, j'aimerais ça parler de l'an 1815, l'année la plus importante dans l'histoire du Québec. Tu m'as pas dit Canada, tu me dis Québec de mémoire. Ça peut s'appliquer aux deux. Ça peut s'appliquer aux deux. Ça peut s'appliquer aux deux. Donc, on aura quelques graphiques là, pour supporter le propos. Là, mais si tu veux introduire un peu les gens, pourquoi, là, grosso modo, c'est l'année la plus importante, 1815? Pourquoi 1815 plutôt que, je ne sais pas moi, 1780 ou un autre? Qu'est-ce qu'il y a cette année-là qui est particulièrement important? Parce que j'essaie de me repasser mon calendrier de date d'histoire secondaire 4, puis je suis comme 1815. Il me semble qu'on ne m'a jamais appris que c'était une date super importante, ça. Non, c'est ça l'affaire. Il n'y a personne qui t'a appris ça, puis j'en profite parce que Yann n'est pas là, donc il n'y aura aucun écureuil qui va dérailler la conversation. Parce que j'aime beaucoup Yann, mais Yann a une capacité de. Écoute, Yann est capable de faire dérailler bien des choses. Fait qu'on va en profiter pour parler d'histoire économique quand il n'est pas là. Mais c'est vrai, tu as raison, 1815, c'est pas du tout quelque chose qui va être mentionné dans vos manuels d'école. Les dates qui sont généralement mises de l'avant sont 1760 pour des raisons absolument évidentes, la conquête. Ils vont mettre des fois 1774 pour l'acte de Québec, l'acte constitutionnel de 1791. Puis après ça, la prochaine grosse date, c'est 1840. Et c'est l'acte d'union, puis après ça, la Confédération. Puis, mettons, 1838 avec 39. Oui, les patriotes. Rébellions. Mais généralement, c'est tous des événements politiques. C'est ça. Ce qui nous laisse croire que le Québec était déterminé uniquement par ce qui se passait chez lui. Il n'y a aucun historien qui le dirait, comme je dis, mais ils mettent beaucoup l'accent sur les grands changements de constitution ou les changements institutionnels qui se produisent à l'intérieur du Québec. Et c'est dans une sorte de débat d'idées. Donc, est-ce que c'est une tentative d'assimilation? Est-ce que c'est une constitution libérale? Blablabla, blablabla, blablabla. Mais même s'il y a des historiens qui vont dire qu'il y a d'autres dates qui comptent, mais que c'est pas vrai que le Québec est une sorte de truc isolé qui n'est pas en contact avec le reste du monde, c'est rare qu'ils vont mettre l'accent sur qu'est-ce qui a vraiment changé dans le cours des choses. Et en fait, parce qu'on a une mauvaise connaissance empirique de l'histoire du Québec, ce que j'essaie de régler. Ce que tu veux dire, en gros, c'est que ce n'est pas nécessairement les événements les plus importants en termes d'impact que ça va avoir sur le reste de l'histoire, plutôt que des événements
hautement symbolique à connotation politique, là. La Mhm. signature du traité d'Utrecht ou la fondation de Trois-Rivières, la fondation de Montréal. Tu te Ouais. dis, ben, au final, c'est peut-être pas des années si marquantes que ça dans l'histoire, au regard de d'autres événements qu'on a complètement oubliés ou qu'on même on s'est jamais fait enseigner. Mais tu sais, peut-être, c'est vrai pareil, hein, si on demandait à quelqu'un qui fait de l'histoire économique d'écrire un livre sur l'histoire du Québec, mais en excluant ce qu'on sait des dates importantes. Là, en disant pas, bon, 1960, c'est le début de la Révolution tranquille. Ensuite, il y a telle affaire. Après ça, la nationalisation. C'est tous ces trucs-là qu'on s'est fait apprendre, qu'on compartimente l'histoire avec ces Mhm. grandes dates-là. Là. Puis, veut pas, tu sais, mettons, si tu s'en vas dans le contexte français, ben là, tu sais, la Révolution française, le Premier Empire, on coupe la tête à Louis XVI et Marie-Antoinette. Puis là, c'est tout le temps des événements comme ça, mais au final, il y a peut-être d'autres événements qu'on connaît moins et qui sont vachement importants pour la suite des choses là, en termes de justement de richesse, de conditions de vie. Puis je rajouterais aussi que souvent les événements qui se produisent, disons, à une place peuvent être le résultat de d'autres choses qui se sont produites ailleurs. Et si on regarde l'histoire économique du Québec, je te dirais puis à la fin d'un épisode, on avait déjà parlé de c'est quoi les dates que je pensais qui comptaient vraiment au Québec. J'avais dit 1867, donc c'est un changement constitutionnel, mais les deux autres, c'est 1854 puis 1815. OK. Puis 1854, c'était pour l'abolition du régime seigneurial. Fait que s'il y en a qui veulent revenir en arrière, on a fait tout un Oui. épisode sur le régime seigneurial. Mais l'autre, c'est 1815. Puis la raison pourquoi je dis 1815, maintenant qu'on a fait les guidounes pendant 10 minutes, puis qu'on a fait les agaces-pissettes pour tout le monde, Simple. 1815, c'est la fin des guerres. En fait, il faut comprendre que le Québec et le Canada sont en guerre jusqu'en 1815, à peu près une année sur deux. Donc, tu as des longues périodes de guerre suivies par des longues périodes de paix, mais généralement, une année sur deux, tu as un conflit. Et il faut comprendre que, mettons dans le contexte de l'époque, le Canada, c'est une petite économie ouverte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de marché intérieur, et on est largement dépendant du commerce international, ce qui a toujours été le cas pour le Canada, soit dit en passant, mais beaucoup plus à l'époque parce on avait moins de secteurs de Mhm. manufacture, donc on était très dépendant de l'étranger. Et il faut que tu t'imagines qu'une guerre à toute fin pratique, c'est la même chose qu'on vit présentement avec des tarifs. C'est comme si tu fermais l'économie à chaque année, tu l'ouvres, tu la fermes, tu l'ouvres, tu la Ouais, fermes, ouais, ouais. tu l'ouvres, tu la fermes. Et chaque fois, tu as des gros chocs de productivité. Puis c'est pas vrai que c'est pareil dans toutes les industries. Donc, les industries qui peuvent s'ajuster facilement. La traite des fourrures, c'en est un. Tu peux facilement changer ce que tu échanges avec les Autochtones. Mais dans des industries comme, disons, le bois d'œuvre, tu as besoin d'un intrant particulier. S'il y a moins de clous, moins de métaux qui rentrent, moins d'outils, ben, tu vas juste faire moins de bois d'œuvre. Par contre, pour les fourrures, tu peux échanger de l'alcool, tu peux échanger des couvertes, tu peux échanger des armes à feu, tu peux échanger du bois, tu peux échanger des outils. Tout peut être échangé. Donc, les fermes ont une sorte de flexibilité. Les compagnies de traite de fourrure étaient flexibles dans ce qu'ils pouvaient faire, mais pas les autres secteurs de l'économie. Fait que chaque fois que tu avais une crise, l'économie se fermait pour ces secteurs-là. Ils n'avaient plus de marché d'exportation. Leurs intrants étaient refermés. Donc, ça fonctionne comme un tarif, mais c'est des tarifs qui sont l'équivalent d'un embargo. Et on Ça and crée des off, toujours contractions à aligné. chaque fois, finalement. Là. Exactement, ce qui fait que tu as une économie très volatile. Et en 1815, ce que tu as, c'est le début d'une paix permanente qui dure, à l'exception de 6 mois de dérangement pendant la rébellion des Patriotes, qui n'affecte pas le commerce international, fait juste déranger des marchés locaux à l'intérieur du Québec, mais il ne ferme pas le Québec à l'étranger ou le reste du Canada. Tu as un siècle de paix permanente qui se produit. Et ce que je réussis à montrer dans mes travaux, c'est que c'est à cette époque-là que la croissance économique moderne commence au Québec. En fait, tu vois des signes de début de croissance, pas immensément rapide. OK? C'est plus rapide après l'abolition du régime seigneurial, mais le gros souffrance qui se passait pour le Québec en termes de comment elle n'était pas capable d'atteindre son plein potentiel, c'était qu'il y avait des guerres récurrentes qui fonctionnaient comme des tarifs à chaque 2 ans. Tu avais en moyenne tu avais des tarifs qui émergeaient. Donc, les industries, il y avait plusieurs industries qui étaient en contraction.
Tu n'avais pas une grande diversification de l'activité économique et tu n'avais pas beaucoup de croissance. C'est seulement quand la paix a commencé de manière permanente que tu vois une augmentation constante dans plusieurs secteurs de gains de productivité, d'augmentation du niveau de vie. Et ça accélère avec l'abolition du régime seigneurial, mais 1815, c'est l'année la plus importante pour l'évolution socio-économique du Québec. C'est ça le claim que je fais, à cause d'arrêter les guerres. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, les guerres, on est moins dans cette optique-là? Y a-t-il un événement politique, mettons, européen qui est directement relié à ça? Ou, Ben, c'est la fin des guerres napoléoniennes, donc le, ça va faire fâcher beaucoup de nos amis souverainistes, mais quand l'Empire britannique domine finalement contre la France, euh, tu as une paix permanente, donc tu n'as plus de puissance qui peut rivaliser avec la Grande-Bretagne de manière crédible sur les mers. Donc, ce que tu as, c'est une suprématie navale de la part de l'Empire britannique. Donc, et il y a deux effets, en fait, qui se passent. C'est que je dis que, un, la marine britannique, relativement à toutes les autres, est gigantesque, mais la taille de la marine britannique, étrangement, réduit dans cette période-là. Fait que ça veut juste dire que toutes les autres marines ouais. militaires ont été complètement vaincues. Les Britanniques peuvent demander un plus petit effort militaire aux gens qui sont capables de servir dans des marines, de demander moins d'efforts militaires aux industries de marine marchande. Donc, tu as, cet effet-là qui vient d'une paix et ça dure un siècle, la paix en haute mer avec la domination britannique. Ceci dit, pour les caribous qui sont en train de s'exciter, de penser que je suis en train de dire que c'était la Grande-Bretagne, mon point, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que si ça avait été les Français qui avaient gagné de manière permanente, tu aurais eu le même résultat. Ce qu'il fallait, c'était un climat de paix, c'est tout. Peu importe vraiment qui gagne. Tu peux dire qu'il y a peut-être des supériorités à certains cadres institutionnels, aux institutions britanniques, c'est pas le point que je fais ici. Ce que je dis, c'est que la paix, la guerre en soi était immensément coûteuse. Et une fois que tu les as arrêtés, tu allais avoir un gain de croissance économique beaucoup plus important que ce qu'on réalise. Ouais, puis même en France, mettons, parce qu'on a glissé le sujet, là, mais à partir de 1815, même si c'est la fin de l'Empire, puis il y a une restauration monarchique, ils n'ont jamais été capables de remettre la pâte à dents dans le tube. On ne revient pas au type de monarchie qu'il y avait avant Non, en la effet. Révolution française. C'est quand même un autre système, puis il y a plusieurs réformes qui viennent en place là, à ce moment-là. Là. Il y a aussi le fait en passant qu'en France et en Grande-Bretagne, à partir de 1815, tu vois de la croissance aussi. Tu vois une croissance permanente. Les guerres napoléoniennes, faut jamais oublier une chose pour mettre un peu plus de contexte. C'est la Première Guerre mondiale qui se Mhm. produit. Euh, tu peux dire la guerre de 7 ans peut-être qualifie ça, mais tu as une guerre qui se produit sur plusieurs continents en même temps, qui a des ramifications sur une vaste étendue. Ça va pas jusqu'en Asie, disons, Bon, mais ça tu as va quand quand même jusqu'à même Moscou. des. Là. Ben, oui, mais tu as quand même des considérations qui se font en Inde de qu'est-ce que la France peut faire. Ouais. Napoléon essaye de conseiller des régimes indiens pour se révolter contre les Britanniques. Donc, c'est pas la même échelle, mais tu peux l'appeler une proto-guerre mondiale, Mhm. si tu veux. Ouais, ouais. Et c'est un grand dérangement qui dure à peu près 20 ans. Et tu vois tous les pays qu'on a des données qu'on peut évaluer. La période 1790 à 1820, c'est vraiment une période de contraction. Et vers 1815, tu vois que le trou est atteint et que ça recommence à piger, de piquer vers le haut à partir de 1815 dans tous les pays. Mais ce que je souligne, c'est que au Québec, c'était particulièrement prononcé cet aspect-là de croissance économique. Tu le vois aussi aux États-Unis, en passant, tu as aussi une accélération à partir de 1820 aux États-Unis. On n'a pas des données précises pour 1815, on les a aux dates de recensement essentiellement, donc aux 10 ans. Et c'est donc 1820, c'est la première année qu'on a pour les États-Unis. Mais tu vois aussi qu'il y a une reprise. Ben, Mais au Québec, personne ne va dire ce que je viens de mais dire. Personne ne va faire l'espèce de parallèle que je viens de faire avec les autres pays. ben, je vais faire un pitch pour 2 épisodes passés qu'on a fait. Le premier, je me souviens plus du numéro que c'était, mais c'était quand on parlait de l'économie de guerre. Là. Un peu le Oui, mythe, justement. Puis ça, ce que tu dis là, ça me fait penser un peu à ça. Le mythe, les gens pensent que la guerre, c'est un excellent moyen de relancer l'économie. Puis tout ça, en réalité, dans l'histoire, ce que tu vois, c'est que c'est des moments de banqueroute incroyables. Autant à l'époque monarchique, des guerres
des rois de France ou d'Angleterre, autant à l'époque justement napoléonienne que même plus tard avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'autre, c'est l'épisode 107 auquel tu as fait référence. Donc, si vous retournez ceux qui sont sur Patreon, dans la playlist du trio, sinon sur YouTube, vous allez les trouver aussi. L'épisode 107 qui s'appelle La véritable raison de la pauvreté du Québec, où on parlait de justement le régime seigneurial par rapport au régime des... Yep. J'oublie le nom là, des cantons, là, finalement. Là. Le régime. Franc et commun stockage. C'est ça, ben, le régime finalement anglais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un podcast quand même très intéressant pour comprendre la deuxième date dont tu parlais, qui est l'abolition du système seigneurial. Fait que je vais mettre à l'écran ta présentation là, que tu m'as envoyée. Donc, Oui, avec le matériel. donc Ben écoute, les fait que graphiques, là. là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des méthodes en économie pour simuler à partir de données de prix qu'est-ce qui s'est passé à la productivité. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, j'ai passé plusieurs années dans des archives à faire ce que beaucoup d'historiens n'ont juste jamais voulu faire, c'est collecter les données de salaire, de prix, des données d'entreprise, si c'était possible, des données d'entreprise seigneuriale. Donc, de collecter des prix à toute fin pratique pour pouvoir estimer indirectement ou directement dans certains cas qu'est-ce qui se passait pour l'économie. Puis ici, ce que j'ai, c'est que j'ai fait ce qui est montré à l'écran. Fait que pour ceux qui sont à l'audio, je vais le décrire. Mais à l'écran, ce qui est montré, c'est ce qu'on appelle l'indice de productivité multifactorielle. Donc, c'est l'efficacité à toute fin pratique d'une compagnie ou d'un secteur de l'économie. Et quand tu dis ça, la manière dont on lit, c'est que ça dit si en 1760, le chiffre était 1, ben, tout est exprimé relativement à Ouais. 1760. Fait que si c'est 2, disons, en 1840, ça veut dire que l'efficacité est 2 fois plus grande en 1850 qu'en 1760. Donc, c'est ça que ça veut dire, comment c'est lu. Et là, ici, j'ai juste montré à partir de 1760, mais si je remonte en arrière, c'est la même chose. Tu n'as pas de tendance jusqu'à 1820. Tu as beaucoup de fluctuations, mais tu n'as aucun changement permanent. Tu n'as pas de tendance à la hausse qui est soutenue. Puis ça, c'est pour la productivité agricole. Donc là, ça, c'est l'efficacité dans le secteur agricole. C'est à quel point on est efficace quand on utilise du travail, des terres. Tu peux penser à ça comme la technologie vastement définie. Donc, les outils que tu utilises, la qualité des outils que tu utilises, le savoir-faire, toutes les choses qui ne sont pas juste des Ouais. actes de terre, des corps qui travaillent, là. Ben, tu le vois sur le graphique, à partir de 1815, il y a une tendance à la hausse. Puis ça, c'est indépendamment de comment tu fais la simulation. Donc, il y a un cas où est-ce que je change certains paramètres juste pour voir si c'est trop sensible, pas sensible, mais peu importe comment tu le regardes, à partir de 1815, il y a une croissance par année d'à peu près un petit peu moins d'1% par année dans le secteur agricole. Quand tu vas à la prochaine slide, je fais le même exercice, mais pour le bois d'œuvre. Pour le bois d'œuvre, c'est incroyable. Donc, tu vois qu'à partir de 1815, c'est la même chose. En fait, là, ici, la productivité augmente de presque jusqu'à 1840. Il y a une récession au début des années 40 que je regarde. Donc, ça a fait piquer le point, mais ça remonte à partir de cette période-là. Donc, dans l'article que je suis en train d'écrire, je dois arrêter à 1850, C'est quoi mais je vais continuer. les lignes de différentes couleurs? Dans le fond, c'est écrit série. C'est différentes hypothèses. C'est OK. toutes différentes hypothèses sur quel type de prix j'ai utilisé, quel type de données j'ai Mais ça utilisé, suit toutes c'est quoi plus ou la moins la même trajectoire quand même, là, c'est ça. c'est ça, c'est pour montrer que 1815 est vraiment une date qui est importante. Puis ici, les gains de productivité sont entre 0,8 puis 1,8. Donc, c'est très rapide comme croissance. Si tu vas à l'autre Puis, après, là, ça, c'est juste pour. OK, juste Oui, avant d'y aller, dans le fond, une des idées derrière ça, c'est que la fin de la guerre amène plus de stabilité, de prévisibilité. Puis, dans le fond, entre autres, entre autres. ça Mais encourage les gens à investir aussi. Parce que si tu sais tu sais, mettons que tu sais qu'il y a une guerre, tu vas peut-être être appelé à faire un effort de guerre. Est-ce que tu mets de l'argent dans ce que tu es en train de. Est-ce que tu vas de l'avant avec tes activités pour améliorer ou tu mets un peu d'argent de côté? En tout cas, je me mets un peu dans le mindset de quelqu'un de l'époque. Je me dis probablement que si je redoutais qu'à chaque 3 4 ans, on soit dans un retour chaque 10 ans, ben là, maintenant, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu rien. Tu dois être un peu
un peu en mode, ben, pas d'accumuler, là, mais tu dois être vraiment plus prudent avec tes mouvements. Là. Si tu avais l'intention d'acheter le petit commerce d'à côté, peut-être que tu le feras pas. Fait qu'il devait avoir. Autrement dit, les gens devaient avoir les deux pieds sur le break. Là. Tant aussi longtemps que tu as Oui, peur que la guerre explose tout le temps, tu as les deux pieds sur le break finalement. ouais. Ben, en fait, ça, c'est un des trois mécanismes qu'il y a pour pourquoi la guerre compte énormément. Celui que tu mentionnes, c'est l'idée que parce que l'avenir est très incertain à cause des guerres récurrentes, bien, je suis hésitant de faire des investissements de long terme. Mhm. Donc là, ça veut dire que je fais juste rester dans. Donc, si, mettons, je dois construire une nouvelle usine qui a 2 fois plus de capacité, mais qui a 2 fois plus d'outils et meilleur, mais que l'investissement a besoin de 10 ans pour maturer en période de paix, mais que s'il y a une période de guerre, ça va prendre 30 ans, disons, parce Mhm. que c'est juste trop un gros choc. Là, c'est que j'exagère les chiffres pour les fins de l'illustration, mais je ne vais juste pas le faire, l'investissement. Donc, j'ai pas le temps de maturité, le risque est trop élevé. Je vais rester dans des choses plus sécuritaires, même si elles sont moins productives. Euh, et ce que tu décris, c'est ça. Mais il y en a deux autres, puis c'est ceux-là que je veux mettre l'accent OK. dessus, sur l'importance de la fin des guerres. Puis ça, c'est ce que tu viens de dire, là. Il n'y a aucun économiste qui va mettre l'accent tant que ça sur d'autres choses que ça, parce que c'est assez évident Ouais. comme point. Mais il y en a un que je vais faire qui va montrer pourquoi c'est important, l'arrêt des conflits. Euh, Puis c'est lié au protectionnisme d'une certaine manière. Mais là, je veux juste montrer Oui. d'autres industries, là, parce que là, j'en ai juste montré deux. On a montré l'agriculture puis le bois Ça, c'est que d'œuvre. la Mais tu sais, construction je veux juste navale qu'on voit à l'écran là, en ce moment. ouais, mais juste pour souligner les deux qu'on vient de parler, c'est quand même à peu près 75% de l'économie du Québec à l'époque, là. Fait que, tu sais, j'ai déjà couvert une tonne. Ben ici, j'ai construction navale. Même chose, jusqu'à 1815, il ne se passe rien. Après 1815, il y a une explosion de la productivité. Puis juste montrer, ça, c'est 1,5% par année de croissance. C'est gros, 1,5% par année de croissance, là. Ça, Ouais. c'est pas de la production. Ça, c'est de l'efficacité. Ça veut dire qu'ils embauchaient plus de monde, ils faisaient plus de navires, mais chaque travailleur, puis chaque unité d'intrant devient plus Ouais, c'est efficace ça. de 1,5% par année. C'est gigantesque. Tu n'as pas des taux de croissance comme ça, tu n'observes pas ça avant un bon bout dans l'histoire de l'humanité. Puis tu les observes généralement après des périodes de guerre. Puis là, on est rendu à peu près à 90% de l'économie. Le reste, c'est la prochaine slide. Puis ça, je l'ai fait tant avec les prix qu'avec des données actuelles de production. Ça, c'est le secteur du transport maritime. OK. Donc ça, c'est les bateaux qui rentrent au port de Québec. Puis tu vois qu'il ne se passe pas grand-chose, soit avec la ligne bleue, soit avec la ligne rouge, jusqu'à 1815. Mhm. Et soit dit en passant, là, je ne peux pas monter en arrière plus en arrière à cause de la période de la Nouvelle-France. Les données ne sont pas pareilles. Mais à la fin de la Nouvelle-France, c'est en fait un déclin de la productivité maritime. Et c'est vraiment une stagnation avec des données différentes qui sont difficiles à interpréter facilement pour un podcast. Là, mais imaginez-vous que si vous remontiez ça en arrière, ça décline jusqu'à 1760. Puis c'est pas mal plat jusqu'à 1815. Mais à partir de 1815, Ouais, on le voit dans le oubliez graphique. la. Ouais, ouais. Puis tu le vois, il y a une grosse augmentation de la productivité. Puis pour l'instant, concentrez-vous juste sur la ligne rouge puis la ligne bleue. Les deux disent quelque part entre 1,2 et 1,8% par année de croissance, year in, year out. Ça, là, c'est de la grosse croissance économique. C'est des gros gains d'efficacité. Euh, Là, la question, c'est bien pourquoi tu as ce Ouais, c'est changement-là? ça. Puis tu as mentionné une idée, mais une des choses que moi je souligne, c'est vraiment l'importance de la fin des guerres dans la diffusion des idées. Puis le secteur maritime est vraiment efficace pour ça. Fait que la troisième ligne sur le graphique, là, il y en a une ligne sur le graphique. Ceux qui le voient, ils vont se demander pourquoi elle était là. La troisième ligne est plate. Il ne Ouais, se la passe verte. Ouais. rien. Mais cette ligne-là, ça s'appelle la productivité relative. Fait que ça veut dire qu'on compare l'efficacité relativement au reste de l'économie. Puis la manière d'interpréter cette ligne-là, c'est des gains de productivité qui viennent de l'innovation dans l'industrie en soi. Ouais, Mais ici, tu vois qu'il n'y a pas d'innovation dans l'industrie en soi. Ce qui veut dire, c'est l'innovation dans d'autres secteurs ouais, ouais, ouais. qui sont en train de diriger la croissance dans le secteur de la productivité maritime. Puis c'est à partir de cette ligne-là, quand j'écrivais un article, que vraiment j'ai mis le point sur le mécanisme que j'avais en tête puis que ça y a donné forme. Imagine là, que tu es
tu es un marchand à Québec, puis tu peux juste échanger avec les ports britanniques. Ce que tu vois, c'est juste ce qui se fait dans les ports britanniques. Mais maintenant que la paix recommence, tu peux aller dans plusieurs ports à travers le monde et tu peux voir plusieurs manières différentes de produire un service. Donc, ce que tu as, c'est une libre diffusion des idées, des manières de produire, des idées économiques. Et là, tu vois que les choses commencent à circuler via les échanges. Tu n'as pas juste des biens qui sont Mhm. échangés, tu as aussi des idées qui commencent à percoler d'une place vers l'autre. Et tu le vois dans les gains, en fait, ce qui se passe, c'est que des idées qu'on savait existaient dans le secteur maritime commencent finalement à être adoptées. Donc, maintenant, on sait qu'il n'y a plus de guerre, donc on peut commencer à adopter des nouvelles techniques de production. Maintenant, on peut tout faire les choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce que la maturité était trop longue pour ça. Donc, ce que toi, tu disais. Mais là, en plus, on découvre des nouvelles choses qu'on peut intégrer. Et les Britanniques, en fait, font des choses après 1815 une fois que les guerres se terminent, leur permettent de faire. Puis ça, c'est le prochain graphique. C'est dans le Québec Mercury qui parle à cette époque-là de. Puis c'est la page du journal. C'est un journal que tous les nationalistes détestent, c'est pas dit en passant. C'est pour ça que j'aime ça le mettre un peu. Parce que le Québec Mercury, comme la raison que. C'est pas parce que ça les irrite, mais c'est parce que c'est une source qui a été très mal utilisée par le passé à cause de ses biais perçus, mais la réalité, c'est qu'elle conçoit de tous les journaux de l'époque au Québec, produisait beaucoup d'informations économiques de très haute Mhm. qualité, même si elle vient avec, oui, du racisme anti-québécois. Il y a des commentaires très dénigrants à l'égard des Ouais, sauf Canadiens que si ce que français. tu veux, c'est des informations factuelles Exactement. des Exactement. données de l'époque, on se fout un peu des jugements de valeur qui viennent au travers. Exactement. Puis tu le vois en passant juste sur le top, tu vois, ils ont un rapport à toutes les semaines, ils ont le rapport de la Banque de Québec qui dit c'est combien ils ont en dépôt. Ils ont beaucoup de publicité économique, donc tu le vois juste l'autre à côté, une publicité pour amener des biens à Mhm. Londres. Donc, tu as beaucoup d'informations économiques dans celle-là, mais dans l'édition de ce mois-là, en 1825, tu as la mention que Québec est devenu, en fait, a été récemment fait un port libre. Et ça voulait dire que tous les biens pouvaient rentrer à Québec librement sans être assujettis aux lois commerciales britanniques qui étaient une forme de protectionnisme. Et ce qui s'est passé, c'est que tu le vois dans les livres de records, le nombre de destinations vers lesquelles les navires québécois s'en vont sont plus Mhm. grandes et il y a plus de destinations différentes. Et 1825 est une date aussi importante. Tu as beaucoup de commerces qui commencent à apparaître. Puis juste pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe à l'époque, si tu vas aux deux prochaines slides, ce que j'ai fait, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes collègues, Dan Bogart, Mhm. il a pris un truc qui s'appelle le Sound Toll. C'est qu'au passage, là, écoutez-moi bien, vous allez trouver ça weird au début, mais ça, vous allez comprendre. Au cap du Danemark, avec la Norvège et la Suède, tu as un passage très étroit que tous les navires doivent emprunter. Mais il est tellement étroit que c'est une manière, tu peux voir tous les navires qui passent. Donc, tu peux leur imposer la taxe de passage. OK, ouais. Et donc, c'est la place dans le monde dans laquelle on a les meilleures données possibles de, de où les navires viennent pour arriver dans les ports de la mer Baltique. Donc, tu manques aucun port à toute fin pratique. Puis ce que tu vois à cette époque-là, c'est que le nombre de ports qui étaient engagés, de points de commerce initial qui étaient engagés dans le commerce international, c'était à peu près 900 entre 1630 puis 1700. C'est à peu près un petit peu moins entre 1700 et Mhm. 1750. Mais après ça, si tu regardes qu'est-ce qui se passe après, puis ça, c'est la prochaine slide, le nombre de ports, puis là, vous pouvez le voir sur la carte, Oh, il oui, on le voit explose. exploser, Le- là. et c'est le nombre de destinations qui se produit. Puis c'est pas juste en passant le nombre total qui explose, c'est le type de place. Tu as plus de Ouais. ports dans les Amériques, tu as plus de ports. L'Amérique euh, centrale, l'Amérique du Sud s'ouvre. Exactement, les Caraïbes C'est aussi, ça. si tu regardes sur la Ouais, Caribbean Island, tout le of monde, course. c'est important. Mais tu as énormément d'échanges qui commencent à se passer et tu as une diffusion des idées. Imagine-toi que, prends chacun pour les auditeurs pour voir l'importance de ce qui se passe avec la guerre. Imaginez que chaque part a des idées qui sont partagées avec les autres, mais il y en a quelques-unes qui sont uniques Mhm. à eux, mais que si tu les vois à d'autres places, tu peux les recombiner, puis ça fait une nouvelle idée que les autres peuvent observer,
peuvent ensuite ramener chez eux et eux-mêmes ajuster, qu'une autre personne va ensuite ajuster eux-mêmes. Fait que c'est comme un réseau, c'est un network. Puis le network apprend via l'échange. Maintenant, chacun de ces points-là, imagine qu'il y a une connexion, il y a 1650 ports entre 1800 et 1857. Bien, imagine que chaque port est lié aux 1649 autres. Et là, ça fait un réseau très dense d'échange d'idées. Si tu as une guerre, tu fermes un lien avec tous les autres. Donc, si, mettons, on dit l'Angleterre est en guerre avec la France, bien, tous les points en Angleterre sont brisés du contact avec tous les points en France. Donc, il y a une perte directement pour eux, mais il y a une perte pour tous ceux qui viennent en France Ouais. sans aller en Grande-Bretagne ou tous ceux qui vont en Grande-Bretagne sans aller en France. Mais eux, ils perdent l'échange qu'il y avait de voir les bienfaits de l'échange entre les Français et les Anglais. Donc, il y a une pénalité même pour les gens qui ne sont pas affectés par la guerre parce qu'il n'y a plus autant de circulation des idées qui se produisent, des manières de changer les techniques de production. Puis ça peut être des trucs vraiment weird comme comment utiliser un astrolabe, comment partager. Des fois, des gens qui partageaient des guides maritimes. Des fois, des gens donnaient des trucs sur comment calculer la position précise. Des fois, des gens voyaient comment faire dans les bateaux, comment tu mettais du caulking pour éviter que. Parce que tu sais, les planches en soi, faut que tu réduises l'espace entre les deux, parce que sinon l'eau peut rentrer. Bien, généralement, des gens avant mettaient du cordage entre eux autres, après ça, ils mettaient de la turpentine par-dessus. D'autres ont découvert que si tu essayais d'autres types de méthodes, tu pouvais réduire les problèmes, mais ils pouvaient juste les voir, ils pouvaient voir les nouvelles manières de faire en voyageant, en Ouais, regardant c'est ça. et en jouant à la marge avec des choses qui n'ont pas l'air particulièrement importantes au début, mais Plus le qu'avec ce risque qu'on de appelle guerre est élevé, moins tu te risques à faire aller dans des nouvelles connexions, parce que tu te dis, bah, attends un peu, là, je risque ma vie. Si jamais il y a un conflit, il y a de l'air d'avoir un conflit entre entre ces deux endroits-là. Moi, je vais-tu me faire couler mon bateau, voler mes affaires? en plus de ça. Mais en plus, c'est que les idées arrêtent de circuler. C'est un peu comme si imagine que tu perds la moitié des neurones dans ton cerveau. C'est pas juste ce qui est important, c'est les connexions qu'il y a pour le développement. Ouais. Et ici, si tu as moins de connexions, puis les guerres ferment des connexions, ben c'est comme si tu perdais de la cognition économique. Je ne sais pas comment Oh, trouver oui, une meilleure analogie que ça, mais c'est que tu fermes la moitié du réseau une partie de l'année, puis le reste du réseau est moins bon parce qu'il perd certaines places qui ne sont pas accessibles. Mais là, pendant que tu as une longue période de paix, ce que tu as, c'est une multiplication des points d'échange. Et aussi, chaque bateau peut faire plusieurs escales en plus. Fait que ça, c'est le troisième mécanisme. C'est que tu peux t'arrêter à deux places. Avant, il fallait que mon voyage soit parfaitement rentable de Londres à Montréal, puis c'est tout. Là. Montréal, excuse-moi, entre Mhm. Londres et Québec. J'avais pas d'autres choix qui soient parfaitement rentables. Je ne pouvais pas vraiment m'arrêter à d'autres places. Mais maintenant, je peux peut-être m'arrêter en France, prendre une coupe de biens, faire le tour, puis après ça, m'en aller à Paris. Je peux peut-être aussi partir de Londres, aller chercher des cargaisons en Espagne qui sont plus valables à ce point-ci pour ensuite aller à Québec. Et là, ce que tu as, c'est que tu as une meilleure utilisation de la capacité en plus. Donc, tu as plein de gains de productivité qui se passent parce que les guerres se terminent. Et ça, c'est vraiment c'est pour ça que je dis que c'est la date la plus importante, c'est que tu vois l'accélération, mais tu as aussi un mécanisme très clair. Il y a celui que toi tu mentionnes, que maintenant les choses sont plus prévisibles, mais il y a aussi le fait que ben, on est maintenant capable de mieux faire circuler les idées sur comment produire. Et c'est pas juste la mondialisation des biens et services, c'est la mondialisation des idées, des idées sur comment produire. Et ce que tu as, c'est, j'aime comment il y a un biologiste britannique qui appelle ça When ideas have sex. Ben, le Mhm. sexe des idées, c'est les échanges. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas, tu as besoin d'échanges économiques pour voir des idées et tu peux les recombiner ensuite. Et ce que tu vois, c'est ça. Donc, une fois que les guerres sont terminées, ben, toute fin pratique, c'est comme si tu avais plus de sexe. C'est, c'est, c'est vraiment important comme changement, mais au Québec, c'était particulièrement important, contrairement aux autres places, parce que les États-Unis, quand il y avait une guerre, c'était quand même un pays de plusieurs millions de personnes. Le Canada n'est pas un pays de plusieurs millions de personnes avant, bien au courant du 19e siècle. Les États-Unis font déjà 1 million de personnes dès la Révolution américaine. Donc, eux, s'il y a un conflit international, ils ont un plus gros marché domestique sur lequel Ouais, se se rabattre. Ouais. répertorier. Donc, ils ont une moins de vulnérabilité aux chocs internationaux que le Québec.
Euh, le Québec, lui, surtout, il faut que tu t'imagines, vers 1790, il y a à peine 100 000 personnes au Québec. Donc, c'est pas beaucoup de monde. Chaque fois qu'il y a un choc international, tu as une fermeture de l'économie qui se produit et tu as une compression qui se passe de l'activité économique. Donc, le Québec était particulièrement vulnérable. Le Canada aussi était particulièrement vulnérable aux fluctuations internationales. Mais si tu as une période dans laquelle il n'y a plus de chocs gouvernementaux, donc plus de chocs aux conditions internationales, plus de chocs négatifs par des guerres, bien, ce que tu as, c'est continuellement les meilleures conditions possibles d'être ouvert aux échanges internationaux et tu vois justement une croissance importante qui peut se passer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine en plus que dans un contexte de guerre, euh, comment je dirais ça, même si tu fais du transport maritime, là, il y a une partie probablement de tes ressources qui est consacrée, ben, faut que je trouve un moyen. Tu sais, mon bateau, dans le fond, je suis à risque de me faire attaquer, il faut que je le défende. Fait que, tu sais, dans le fond, mettons que tu pouvais mettre plus de fournitures ou de biens Oui. sur ton bateau. Ben là, peut-être t'en amènes un petit peu moins, voire beaucoup moins, parce qu'il faut que sur ton bateau, tu aies des armes, il faut que tu aies, je sais pas, un canon ou peu importe ce qui traînait à l'époque pour se défendre. Mais là, à petit, plus le temps passe, moins il y a de guerre. J'imagine, plus il devait se dire, ben ça devient de moins en moins nécessaire. Je peux mettre plus de matériel sur le bateau. Je peux prendre moins de temps à réfléchir justement à comment je me défends contre d'éventuelles attaques, puis comment je fais pour améliorer certaines affaires. C'est pas un plan de match Ouais, qui est suivi, tu sais, avec un il checklist, mais ça doit. En tout cas, je me mets à la place de ces gens-là, puis c'est clairement ça qui devait arriver, là. Si tu es dans un contexte de guerre, c'est clair que sur le bateau, ta priorité, c'est comme bon, là, j'amène du stock, oui, mais il faut que je sois capable de me défendre. Il faut que chaque personne qui est sur le bateau puisse avoir une arme ou quelque chose. Là, tu sais. Ben, en fait, c'est dans l'histoire de la navigation, là, on peut faire. Si tu regardes les grands bateaux qui se passaient, il y a une histoire que les Portugais, quand ils étaient, eux, avaient le début de leur empire maritime avant qu'ils commencent à s'effondrer. Leur stratégie, c'était pas d'avoir plusieurs bateaux qui faisaient plein de voyages, c'était d'avoir un giga bateau qui était armé jusqu'aux dents pour limiter la menace des corsaires et des pirates. Pas tant les pirates, c'est plus un truc plus tard, mais vraiment les corsaires initialement. Et la stratégie, c'était un bateau armé jusqu'aux dents euh, qui est plus lent, mais qui fait moins de voyages. Ça, c'est une manière, mais si tu t'imagines les marines marchandes, ben ça fait pas beaucoup de bateaux. L'autre stratégie, si tu veux, pour dealer avec des guerres, c'est que tu fais des petits navires qui sont plus rapides, mais qui peuvent moins transporter. Donc, tu n'as pas d'économie Mhm. d'échelle. D'une manière ou d'une autre, une guerre a un coût C'est sur la ça. navigation. Et les deux vont avoir un effet sur d'autres industries en augmentant le coût des transports, en réduisant la valeur d'être dans les villes parce que les villes dépendent. En fait, c'est une des choses qui se passe dans cette période-là, soit dit en passant. Toutes les villes côtières ont une croissance de population beaucoup plus rapide que les villes non côtières. Donc, les gens se déplacent vers les villes côtières à cause qu'il y a de l'activité économique dans les villes, mais que le secteur maritime, en fait, agit comme un engin qui tire le reste via l'exposition aux idées. Donc, oui, tu as des prix plus bas pour envoyer tes biens, mais si, mettons, tu vois des navires, tu as aussi des nouvelles qui arrivent avec les Ouais. bateaux, et là, tu apprends des nouvelles techniques de production. Il y a des manufactures, des fabricants dans les villes qui découvrent aussi des nouvelles idées. Donc, tu as ce qu'on appelle un spillover. Si tu as une guerre, ben, tu as moins de navires qui rentrent parce que la stratégie des gros bateaux. Et aussi, sinon, tu as des plus petits bateaux qui sont plus vite, mais ils ramènent moins de choses. Et dans l'autre cas, ce qui se passe, c'est que c'est très coûteux à amener des choses. Le prix des freight rates, donc les prix Mon Dieu, pourquoi je ne le trouve pas en français? Les prix du Ouais, fret, ouais, ouais. freight. Anyways, le prix de Prix de transport, transport. Ouais. Chris. Le coût de Le transport. prix de transport. Le coût de transport est plus élevé. Donc, tu ne peux pas étendre tes activités autant. Y avait-tu un Et risque le réseau. aussi mettons, pour des gens qui avaient une flotte marchande ou en tout cas quelques bateaux, est-ce qu'il y avait un risque dans certains endroits de te faire réquisitionner ton bateau Mais la par guerre les. de Ouais. 1812 commence pour ça. Pas exactement pour ça, mais ce qui se passait, c'est que les Britanniques embarquaient dans des marines, dans des navires américains et saisissaient les équipages qui étaient vus comme des déserteurs anglais. Hmm. Et donc, c'était vu comme. C'est ça qui. En fait, c'était un drapeau de la guerre de 1812 que je veux avoir.
que j'essaie de m'acheter comme un de mes collectibles, parce que le drapeau dit Free Trade and Sailors' Right. Ah, Parce que les marins à l'époque, il faut connaître ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais le premier marché mondial du travail, où est-ce que les travailleurs, ça leur dérange vraiment pas de se déplacer entre pays, le commerce maritime. mhm. Les gens qui travaillent dans le commerce maritime, de un, les salaires sont beaucoup plus élevés parce qu'il y a une petite prime de risque qui n'est pas présente dans les autres secteurs. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans un autre continent, peut-être, ton navire peut couler, tu ne reverras plus jamais ta famille, tu es loin pendant longtemps. Donc, les salaires dans le secteur maritime sont très élevés. Mais quand tu comparais les salaires à travers pays dans le secteur maritime, il n'y avait pas beaucoup de Mhm. différence. Pourquoi? Mais parce que tu avais une population flottante qui flottait entre les différents ports du monde. Et une fois que tu avais un marin danois qui arrivait, disons, à Québec, s'il se faisait offrir par un marin français, viens travailler pour moi, je te donne une paye 2 fois plus élevée. Why the fuck not? Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, je prendrais juste un frais pour retourner au Danemark. Puis il est très content parce que tu avais, c'était un marché international. Tu le vois aussi, by the way, chez les pirates, mon collègue Pete Leeson a travaillé là-dessus. Les premières personnes à ne jamais discriminer sur la base de la race, ce sont les pirates. Parce que si tu veux maximiser ton profit, tu dois choisir le meilleur flibustier, le meilleur canonnier. Alors, tu ne discrimines pas selon des caractéristiques. On a même des études économétriques pour ça. Les pirates ne discriminaient pas parce qu'il fallait avoir le meilleur équipage possible. Donc, le seul Hmm. critère de discrimination, c'était en fonction de la productivité. On s'en fout si Bon, ça, c'était des hommes, des femmes, ça fera un des bon prochain roues. épisode, peut-être, ça. C'est un Ben, en sujet fait, très j'aurais pas de intéressant. problème à parler de là-dessus. L'économie des pirates, c'est un truc que je connais malheureusement trop de choses. Mais au final, ce que tu as, c'est quand tu t'imagines cette histoire-là, la raison que je dis cet exemple-là sur le commerce international, c'est que tu avais un marché qui était incroyablement bien intégré Mhm. et que les idées circulaient très facilement, notamment à travers les marins, à travers les marchands. Puis ben là, ça, c'est les derniers 2 bouts que je veux donner qui est lié à cet argument-ci, c'est que j'ai testé plus formellement la chose. Donc, tu sais, il y a 2 hypothèses, en fait, sur le mécanisme. Tu pourrais dire que les guerres ont arrêté, mais c'est parce que tu avais la suprématie navale anglaise. Et ça, c'est l'argument de gens comme Niall Ferguson. Donc, c'est pas juste que c'était la paix, c'est qu'il fallait que tu aies un hégémon, Ouais. une super puissance. Et moi, ce que je dis, c'est non, parce que pour arriver au stade d'avoir une puissance hégémonique, tu as un autre mécanisme qui se produit, c'est tu as un effet de sécurité qui vient d'une puissance hégémonique, mais tu as aussi un effet d'éviction. Parce que si tu as besoin d'une grosse marine, ben, quand tu essaies de faire compétition pour des intrants qui sont rares, ben, tu augmentes les prix de ces intrants-là. Donc, si, disons, l'État arrive, il y a une guerre, je veux plus de marins, ben, l'État, en demandant plus de marins, augmente les salaires, augmente le coût des bateaux, augmente Ouais. le coût de l'assurance. Et ce qui se passe, c'est que tu as une contraction du nombre de navires total, mais tu en as plus qui sont des navires de l'État. Tu as juste une grosse contraction des marines marchandes. Donc, nous, ce qu'on dit dans l'article, c'est qu'il y a un contre-effet de devenir un empire. C'est que tu as un effet de sécurité Hmm. qui doit être compensé par un effet d'éviction. Et ce qu'on fait dans l'article, c'est qu'on essaie de regarder lequel des deux est le plus important. S'il y en a un des deux qui est plus important, disons que c'est l'effet de sécurité, ben, c'était pas la fin des guerres qui était importante. C'était le fait qu'il fallait qu'il y ait une superpuissance. Si par contre l'effet d'éviction est plus important, c'est pas la superpuissance qui était importante, c'était juste qu'il fallait que tu arrêtes les hosties de guerre. OK? Il fallait juste que quelqu'un gagne puis ça se termine là. Si les deux sont égaux, ben, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Si les deux sont égaux en taille, c'est pour ça que l'article est un petit peu stalled, parce que si tu vas à la prochaine slide, avec le Ben oui. graphique, on trouve que les deux sont à peu près pareils. Donc, à gauche, ce que tu as, c'est l'effet d'un choc sur le nombre, la taille des marines militaires. Et tu vois que la productivité baisse. Si tu augmentes de 1% la productivité temporairement, tu augmentes de 1% la taille des marines militaires, tu réduis de plus que 1% la productivité du secteur maritime. Et l'effet n'est pas permanent, par contre. Donc, si tu reviens après, ça prend un petit temps pour revenir à Mhm. l'équilibre. À droite, ce que tu as, c'est qu'est-ce qui se passe si tu augmentes de 1% la sécurité maritime. Donc là, ici, l'indicateur, c'est la taille de la marine britannique
relativement à toutes les autres marines. Donc, on a passé une shit tonne de temps à collecter les données de taille de toutes les marines à l'époque. C'était l'enfer. Honnêtement, je pense que j'ai jamais passé autant de temps sur un hostie de données. Euh, Ouais, c'est ça. C'est pas c'était. évident à collecter quand même. Ben, en fait, on a utilisé la méthode la plus simple possible. Après que j'ai essayé d'en faire des trucs bien plus sophistiqués, toutes les autres choses, c'était est-ce qu'on compte les ship of the line, donc les très gros navires qui ont comme 3 rangées de canons puis tout ça, les super navires. Est-ce qu'on compte les frégates? Est-ce qu'on compte les croiseurs? Est-ce qu'on compte les. À la fin, on a juste décidé de prendre les ship of the lines, donc les navires de ligne, donc les plus gros. Puis on s'est dit, arrêtons avec ça. Parce qu'on a découvert que les ratios étaient plus ou moins stables à travers pays. Tu avais toujours à peu Ouais, fait près que le ça revient même au nombre même de. que tu comptes tout ou une partie. C'est ça. Ça m'a fait chier de réaliser ça après autant de temps de travail que la mesure la plus simple que j'avais était absolument efficace. Mais tu vois qu'il y a une augmentation. Donc, 1% de plus de sécurité maritime, donc une plus grande marine britannique de 1% relativement à toutes les autres marines, augmente d'à peu près la même proportion la productivité le, que la perte de productivité. Donc, enlève le signe négatif Ouais. devant. L'effet est de même taille en termes absolus. Et donc, ce que tu peux voir, c'est que, ben, c'était pas tant qu'il fallait que tu ailles la sécurité des Britanniques. Ce qui était c'était bon si les Britanniques étaient capables d'avoir, ou une puissance avait le pouvoir hégémonique. Mais dans le processus d'arriver à la puissance hégémonique, tu avais l'effet d'éviction qui a retardé la croissance. Une fois que tu as arrêté les guerres, les Britanniques ont gagné la suprématie, mais ils ont aussi réduit la taille de leur marine. Donc, l'effet d'éviction et l'effet de sécurité allaient directionnellement dans la même direction, allaient directionnellement dans le même point Ouais. pour augmenter la productivité. Donc, au net, ce qu'on peut dire, c'est que la fin des guerres comptait, mais la puissance hégémonique britannique joue un rôle. OK? Je ne dis pas que ça doit être britannique, ça aurait pu être français. Si les Français avaient gagné, c'est pas ça le point. C'est une fois que les guerres ont fini, tu as pu réduire la taille des armées, tant que des marines militaires, tant qu'il y en avait une qui réduisait moins que les autres, c'était correct. Euh, et donc, tu as eu le gain de productivité, donc tu as les échanges qui se passent, tu as les bienfaits du libre-échange, la circulation des idées, mais tu as aussi le fait que l'État arrête de demander autant au secteur. Puis, dans les articles qui restent, ça, c'est les dernières. On en avait parlé, on avait fait un épisode sur la première époque de Ouais. mondialisation, puis j'avais dit que si les guerres n'avaient pas eu lieu, Ça probablement aurait eu que lieu la plus tôt. première ère, ça aurait été un siècle plus tôt. Mais ça, c'est lié directement avec ces trucs-là. Ça, c'est vraiment un agenda qui a commencé avec ces trucs-là sur la mondialisation, sur l'histoire de la mondialisation. Puis ce que j'essayais de trouver, c'est est-ce qu'il y a un mécanisme qui me permet de faire ça? Puis l'agenda avait stallé un petit peu pendant un an parce que j'avais de la difficulté à trouver un angle. Puis c'est en travaillant sur des trucs sur le Québec que j'ai fait. Calice, c'est ça le mécanisme. Donc, tous les trucs que j'ai dit avant sur le Québec m'ont permis de voir, OK, non, c'est ça qui compte. Ce qu'il faut, c'était l'importance de la paix plus qu'autre chose. Mais j'ai un épisode vraiment cool. Fait que là, ici, pour montrer l'importance de la paix, on a une petite fenêtre de 15 ans qui est vraiment cool. Puis c'est parti de cet article-là de Paul Sharp et Jacob Weisdorf, où est-ce qu'ils regardent l'intégration des marchés entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Puis quand on dit l'Europe à cette époque-là, eux, ils veulent dire la Grande-Bretagne. Et ils voient que ben, les marchés avaient l'air de s'intégrer déjà, qu'il y avait des Ouais. tendances à s'intégrer. Pourquoi s'intégrer, c'est important? Si c'est intégré, ça veut dire c'est mondialisé. Ça veut dire que les échanges se produisent, que tous les mécanismes qu'on a sur la diffusion des idées sont là. Parce que si les prix sont égaux dans deux places, disons, entre Montréal et Londres, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, euh, les conditions à Montréal reflètent les conditions à Londres. Si, mettons, demain matin, tu avais moins de production à Montréal, moins de production à Londres, excuse-moi, donc le prix est plus élevé, les producteurs à Montréal réalisent ça et décident d'envoyer du blé vers Londres, où est-ce que le prix est plus cher. Le prix à Montréal augmente, le prix à Londres diminue, s'égalise entre deux places. Si tu vois les prix s'égaliser à travers l'espace, ça ne veut pas juste dire que les biens peuvent circuler plus facilement, ça veut dire aussi que les idées peuvent circuler plus facilement. Donc, c'est un peu un indicateur indirect de ça. Puis eux, ils trouvent ça. Puis moi, j'ai fait avec un des auteurs de ça. J'ai dit, écoute, checkons.
on a un truc encore plus hot. Vous avez fait les États-Unis puis la Grande-Bretagne. Bon, on a le Canada aussi. Puis le Canada, il y a un petit truc vraiment hot qui est possible. C'est qu'on peut isoler le rôle des différences de conflits entre les nations parce que le Canada fait partie de l'Empire Ouais. britannique. Donc, le Canada a le bénéfice de la protection maritime de l'Empire britannique et a aussi un accès préférentiel au marché britannique. Alors, regardons si on est capable d'expliquer par isolation, est-ce que le marché canadien est bien intégré avec le marché américain et est-ce que les deux sont bien intégrés avec la Grande-Bretagne? Ben là, si les trois sont bien intégrés, il n'y a pas de question. Mais si, mettons, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne sont pas bien intégrés, mais le Canada et les États-Unis sont bien intégrés, ben les deux, les Ouais. États-Unis et le Canada ont la même distance, mais la seule différence entre les deux, c'est qu'il y a la protection, donc tu as le même climat de sécurité entre les deux, et tu as aussi un accès préférentiel. Donc, tu peux isoler le rôle de la géographie, si tu veux, et on trouve que la géographie compte pour rien. Donc, même au 18e siècle, la géographie n'est pas un facteur aussi déterminant que les guerres. Et ce qu'on parle dans l'article, puis je l'ai exploité pour mon truc du Keto, puis ça, c'est la prochaine slide. Euh, Si. on a regardé, ben c'est ça, c'est l'article que je parlais. On avait fait un épisode Oui. là-dessus, mais euh, on a, puis ça, juste pour que les gens le voient, c'est Without protectionisms and wars, could the first stage of globalization have occurred a century earlier? Fait que ceux qui sont à l'audio, sentez-vous libre d'aller le télécharger. C'est écrit grand public, donc c'est pas un texte de recherche. C'est un texte grand public qui est voulu pour être accessible aux non-initiés. Il n'y a pas de jargonnage, il y a pas de. Il est conçu pour être dans un livre qui est supposé se vendre en librairie, donc pas une presse universitaire. Fait que Je l'écoute. ouais, j'allais dire, autrement dit, s'il n'y avait pas eu toutes les guerres qu'il y a eu, là, fin 1700, début 1800, tout ça, ça aurait pu décoller avant si on revient au cas du Québec, le décollage, même peut-être à l'époque de la Nouvelle-France. Euh, Exactement. C'est exactement ça que je dis. à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses que. Comment je pourrais reformuler cette question-là? Qu'est-ce que tu penses que ça aurait été l'impact du régime seigneurial si on exclut ce facteur-là? Parce que tu le dis, là, ça a commencé à lever en 1815, mais après ça, l'autre booster, c'est quand on a aboli le système seigneurial. Fait que dans le fond, ton guess, est-ce que c'est que, mettons, ça aurait pu commencer plus vers 1750, 1760, mais être beaucoup plus lent à cause de ce système-là? Ou, Écoute, la manière dont je le dis présentement, c'est que le Québec était plus pauvre de niveau face aux États-Unis à cause du régime seigneurial. Et pendant que les guerres étaient là, tu avais une différence de niveau et les guerres faisaient en sorte que le Québec était sur une trajectoire moins à pic, donc augmentait moins bien. Mhm. Une fois que les guerres arrêtent, le Québec commence à avoir la même croissance que les États-Unis à partir de 1815-1820. Donc, si tu prends la période, cette époque-là, tu as pas mal la même croissance que les États-Unis. Donc, ça veut dire que l'écart arrête de se creuser. Mais ce qui veut dire, ce qui reste, c'est le régime seigneurial. Et c'est à partir de 1854, quand le régime seigneurial disparaît, que tu vois que le Québec ferme l'écart. En fait, c'est ça la grande tragédie. C'est que, quand je disais les trois dates importantes, la troisième, c'est 1867. Au début de la Confédération, le Québec avait fermé tout son écart avec l'Ontario. Au complet. Au complet, il n'y avait plus Hmm. d'écart entre le Québec et l'Ontario. Ça s'est fermé en presque moins de 20 ans, ça s'est fermé C'était l'écart de c'était le revenus. bon temps, ça, dans ce C'était temps-là. Là. bon On était aussi temps! bon que l'Ontario, là. Oui, oui. Ben, en fait, ça, c'est un truc que je vais probablement écrire plus tard parce que je le collecte en même temps que j'écris. Puis je pense que je peux soutenir la thèse que l'âge d'or du libéralisme intellectuellement au Québec, c'est 1840 à 1867. Puis après, c'est le désert intellectuel pour les libéraux. Mais cette période-là de 30 ans est vraiment. Les libéraux n'ont que rien que du positif à montrer. Mais la raison, c'est qu'après 1867, à la Confédération, tu as le monopole qui est donné à l'Église sur l'éducation Mhm. pour éviter l'assimilation des Canadiens français. Et donc, à ce moment-là, l'écart est figé dans le temps. Euh,
Et là, faites pas l'écart, la différence de tendance est figée, donc l'écart recommence à se creuser à cause de ça. C'est pour ça que je dis que c'est la grande date. Puis on a déjà parlé aussi d'éducation plus tard, mais 1800, si tu n'avais pas eu de guerre, le Québec, puis pas de régime seigneurial, le point que je fais, c'est que les États-Unis puis le Québec auraient été la même place en termes de niveau de vie. C'est ça l'essentiel du point, parce que c'est les deux grandes différences entre les deux places. Le Québec est plus affecté par les guerres et il a une institution qui est absolument atroce pour l'accumulation de capital humain, pour l'éducation, mais aussi pour les salaires. Donc, ce que tu as, c'est une différence de niveau et de tendance. Ben oui, parce Si tu n'avais pas eu les deux, le Québec, en 1870, mettons, aurait été beaucoup plus riche que ce qu'il l'était. Elle aurait été probablement aussi riche que les États-Unis, c'est-à-dire le plus riche, la place la plus riche sur Terre. c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne réalise pas à quel point, on pense tout à la conquête 1759-1760, mais on ne réalise pas que le régime seigneurial n'est aboli que 100 ans plus tard, finalement. Oui, C'est fou effectivement. quand tu 100 ans, c'est long, là, pareil. C'est court à l'échelle humaine, on comprend, mais à l'échelle d'une nation qui a 400 ans, 100 ans, c'est un gros morceau d'histoire. Là. Ben, c'est 4 générations de gens. C'est le quart de notre histoire, finalement, a consisté à faire perdurer un système que si on avait aboli, on serait beaucoup plus riche aujourd'hui. Là. Oh oui, puis imagine aussi que. Imagine le Québec à peu près, disons, 40 plus riche en 1870 qu'il l'était. OK? Juste pour shits and giggles. Donc, à peu près aussi riche que les États-Unis. Tu t'imagines-tu, à partir de ce 40 de plus, la même augmentation après, donc la même vitesse après? Bien, 40 en plus avec la loi des intérêts cumulés, c'est calissement plus dans le long terme. Là. Il n'y a rien qui indique. C'est pour ça que quand je dis aux gens, ce qui est surprenant, c'est pas que le Québec soit une nation. C'est pas que le Québec est une nation pauvre en Amérique du Nord. C'est que le Québec est le pauvre parmi les riches et il a tout le potentiel d'être le riche parmi les riches. Et c'est vraiment exceptionnel comment un petit nombre de facteurs ont un effet important sur l'histoire économique du Québec et comment je pense honnêtement que c'est une place qui a tellement de potentiel. C'est assez surprenant même qu'on soit aussi riche qu'on est en dépit de toutes les niaiseries qu'on peut faire. Ben, c'est ça. Donc, Écoute, avant qu'on passe ça, c'est ce que Yann dit. Avant Là. qu'on passe aux deux dernières slides rapidement, là, je vais te reposer cette question-là parce que je me souviens de te l'avoir posée dans. Ça fait quand même au-dessus de 50 podcasts de ça, donc je suis plus sûr exactement de la réponse. Puis si moi, je m'en rappelle plus, d'après moi, les auditeurs s'en rappellent plus non plus. Mais est-ce qu'on a un. Est-ce que tu as des informations sur l'impact que ça a pu avoir, ce système-là, par exemple, en Louisiane? Parce que je présume qu'il y a eu un système seigneurial en Non, j'ai jamais Louisiane. regardé le cas. J'ai jamais regardé le cas de la Louisiane. J'ai regardé le cas de l'Acadie. OK. Puis il y a beaucoup de gens qui en ont Parce parlé, qu'on dit mais ce qui s'est souvent que passé. la Louisiane est une place très pauvre pendant longtemps, puis je me suis dit, ben, peut-être c'est en partie ça qui explique le pourquoi du comment. Là. Non, non, la Louisiane, je suis plus prêt pour avoir travaillé avec mon collègue Justin Calais, qui a un nom très québécois, mais qui est en fait un Cajun. Euh, il a écrit beaucoup sur la Louisiane, pourquoi la Louisiane est l'État pauvre parmi les États-Unis. Puis je veux rappeler que la Louisiane est plus riche que le Québec. Ben oui, ben oui. Il faut quand même le souligner que le plus pauvre parmi parmi le plus riche, le plus pauvre des États-Unis est plus riche que nous. Mais lui met beaucoup plus l'accent sur l'héritage que l'institution de l'esclavage a avec clairement des implications très, très claires. L'esclavage, c'est une institution que tu peux jamais te départir très facilement pour une multiplicité de raisons, parce que, des fois, il y a des caractéristiques institutionnelles, légales qui persistent, mais tu as aussi des normes qui viennent avec ça, que souvent les gens intériorisent et qui persistent. Si, mettons, il ne faut pas sous-estimer que si tu es opprimé pendant 100, Ben 150 oui. ans, puis que de père en fils, tu traduis ça, puis de mère en fille, tu transfères des normes, c'est pas la minute que tu abolis l'institution de servitude, c'est pas vrai que les normes qui sont nées de la servitude
qui vont Ah non, ça disparaître. laisse des Ça, traces indélébiles, c'est sûr. Là. oui, oui. Tu as juste à regarder les anciens pays du bloc communiste. En fait, tu as juste à regarder la dernière élection allemande ou n'importe quel phénomène social en Allemagne, by the way. Tu as toujours une petite crise de ligne de démarcation entre l'Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA et l'ancienne. C'est quoi F. Federal Republic of Ouais, Germany. c'est ça. C'était J'ai- ouais. euh, J'allais mélanger les acronymes entre l'allemand et l'anglais, là, mais tu avais la Federal Republic, puis tu avais la Democratic Republic, qui n'était pas du tout démocratique, by the way. Mais tu vois qu'il y a encore une ligne de démarcation. Les normes sont intériorisées par les OK. gens. Juste pour donner Euh, l'info au bien, pour les biens de la conversation, là, oui, il y a eu un régime seigneurial en Louisiane à partir de 1710, en tout cas, selon ChatGPT, il faut toujours apprendre avec des pincettes. On dit que les Espagnols ont pris le contrôle de la place en 1763 et ont conservé ce système-là qui a été aboli en 1803 lorsque la Louisiane a été est devenue américaine finalement. Là. Moi, c'est pour ça que je suis très sceptique de l'importance de ça. Pour ça aussi que je n'ai pas dépensé une tonne de temps. Les dates et aussi le pattern de population, il n'y a pas une tonne de gens en Louisiane à cette époque-là. L'essor de la Louisiane comme place, là, donc la colonisation de Mhm. la place, c'est vraiment après l'achat de la Louisiane par Ouais, Jefferson. c'est ça. Mais pour les dernières diapositives, juste pour montrer à quel point les paix sont importantes, ici, ce que c'est, puis ça, c'est un travail préliminaire avec Antoine Noël de l'Université Laval, on regarde c'est quoi le niveau d'intégration des marchés entre le Québec, les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant ce que moi je considère l'âge d'or du 18e siècle. C'est quand les trois font partie du même bloc, Mhm. donc l'Empire britannique, avec, à cette époque-là, beaucoup plus de libre-échange qu'à n'importe quel autre moment après. Donc, tu avais un traitement très favorable pour le blé et la farine américaine et canadienne sur les marchés britanniques. Et bien sûr, les Canadiens et les Américains ne pouvaient pas discriminer contre les Britanniques et contre entre eux autres en vertu du Mhm. membership dans l'Empire britannique. Et ce qu'on regarde, c'est OK, ben, regardons la mesure d'intégration des marchés, à quel point les marchés sont bien connectés entre eux. Et s'ils sont très bien connectés, ben, ça veut dire que les biens vont circuler très bien, Ouais. mais aussi l'information et bien sûr les idées. Puis là, ceux qui sont à l'audio, je vais le décrire, tu as une ligne en or qui est là qui dit le niveau d'intégration des marchés en moyenne de 1783 à Ouais. 1857. Donc ça, c'est la période après. Et tu vois que ça dit à peu près 0,4. OK? Ça veut dire pas très intégré. OK? C'est comme ça que vous voulez interpréter ça. Par contre, avec les données mensuelles, entre 1760 et 1775, donc pendant la période avant que les Américains fassent leur petit Tea Party puis qu'ils décident de se révolter contre la monarchie, euh, ben, les trois places sont presque parfaitement bien intégrées. Et donc, ça veut dire que les idées circulent dans les trois places. Il y a énormément de circulation des idées, de l'information, et les prix sont très bien intégrés. Non seulement ça, mais on fait la même chose avec ces places-là et, ça c'est la prochaine slide, on fait la même chose avec ça et les villes britanniques. Mhm. Ben, ce que tu vois, c'est la même affaire. Les marchés sont très bien intégrés entre eux autres. Il n'y a pas de déconnexion des marchés. Le nord de l'Atlantique, donc Canada, États-Unis et Grande-Bretagne, ne sont qu'un marché à cette époque-là. Et donc, une place dans laquelle les idées circulent. Et toutes les données que tu regardes pour cette époque-là, tant pour les États-Unis que pour le Canada, suggèrent un essor économique assez important qui ne sera que terminé avec la guerre révolutionnaire américaine, qui est très destructrice en passant pour les Américains. On estime que c'est à peu près l'équivalent d'une perte de 20 du revenu annuel par personne, donc très, très, très gros choc. En fait, on parle d'une dépression post-indépendance qui dure peut-être 10 ans. Donc, c'est très, très dramatique, la Révolution américaine, pour une bonne période de temps après. Mais la période juste avant, quand tu n'avais pas de guerre, quand tu avais l'intégration des marchés, tu avais une période d'essor de prospérité économique, ce qui renforce mon point que la date la plus importante, c'est 1815, parce que tu arrêtes les hosties de conflits, tu arrêtes les interruptions au commerce, tu arrêtes de déranger les plans de Ouais, c'est production ça. des gens,
t'arrêtes l'incertitude politique qui vient d'une guerre. Et je pense que je ne peux pas trouver une date plus importante, au minimum pour le Québec, mais probablement pour l'entièreté du monde occidental, que 1815. Carrément. Écoute, je pense que c'est assez convaincant pour toutes les raisons qu'on a mentionnées durant cette présentation-là, parce que c'est ça. L'incertitude, c'est jamais un incroyable Pour- vecteur de croissance, là. Écoute, même pour Olivier Niquet, je vais pouvoir expliquer quelque chose qu'il comprend. Wars are bad. Ouais, c'est Je sais ça. que c'est dur pour lui de Ben, écoute, comprendre, ça mais tu sais, finira peut-être dans un segment à Télé-Québec le mercredi soir que personne ne va écouter. Sur ce, c'est quoi? ouais, c'est ça, Télé quoi. Sur ça, on va passer à la partie Patreon. Peut-être si tu veux donner un petit avant-goût de ce qui sera Yep. de ce qui sera discuté dans les prochaines peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, fait que là, on fait le 5e cours. Et le 5e cours, c'est après qu'on a vu tous les outils de l'historien, de l'économiste qui fait de l'histoire. Maintenant, on commence à s'attaquer question par question. On veut framer comment on va utiliser les outils. C'est ça qu'on va essayer de faire. Exact. Donc, on y va. Joignez-vous à nous sur le Patreon.